Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette troisième séance du cycle de webinaire de formation de Dynamis. Nous sommes très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui pour vous parler de la gestion et de l'administration de vos adhésions et de vos comptes et aussi des modalités de financement. Alors, un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi le reste de la formation. Alors, attendez, je vois qu'il y a encore des gens qui remontent. Un petit rappel, donc nous avons organisé 6 sessions mensuelles, celle-ci la troisième, vous en aurez encore 3 à venir d'ici juillet, puis même à la rentrée. Le principe, c'est que vous allez avoir deux présentations aujourd'hui de 30 minutes, et que nous prendrons les questions et les réponses seulement à l'écrit, dans les questions-réponses de Zoom, de manière à laisser le maximum de temps pour les présentations. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons la majorité du bureau est là présente aujourd'hui, et donc on a des personnes qui vont vous faire des présentations et d'autres qui vont en parallèle répondre à vos questions au cours de l'eau, au cours des présentations. À la fin du cycle de formation, vous aurez un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé de manière à prendre en compte vos retours et à organiser au mieux les prochaines sessions. Alors aujourd'hui, je vais laisser la parole à mes collègues sur 2 sujets. Le premier, la gestion et l'administration de vos adhésions et des comptes Dynamis. Je vais laisser la parole à Loïc Lozac. Et en deuxième partie, tout ce qui est modalité de financement et de cofinancement utilisateur des acquisitions. Et je vais laisser la parole à Nadia Landachoco, Jean-Paul Samper et Pierre Morel, tous les 3 membres du bureau exécutif de Dynamis. Alors, Loïc, je te laisse prendre la main sur l'écran. Ok. Bonjour à tous. Euh, c'est toujours en partage. C'est bon normalement. Ah, C'est bon. bonjour à tous. Je vais vous présenter du coup la gestion et l'administration des adhésions et des comptes Dynamis. Nous verrons en premier lieu un petit rappel sur la théorie, comment fonctionne l'adhésion Dynamis et les différentes conditions. Je vous parlerai ensuite des adhésions pour les entités publiques, ensuite celles des privés pour de la recherche et des développements, celles privées pour dans le cadre de partenariats publics. Enfin, je vous montrerai comment créer un compte utilisateur et une nouvelle fonctionnalité sur la nouvelle plateforme, le changement de référent. Donc, il faut distinguer 2 rôles principaux dans l'adhésion Dynamis. Le rôle de référent, le référent est la personne qui initie la demande d'adhésion de son entité et pour la suite validera toutes les créations de comptes pour son entité. C'est lui qui recevra les notifications de création de compte et fera et validera les comptes. Donc, ça doit être un permanent de la structure et on peut faire aussi avoir une certaine culture en télédétection, imagerie satellitaire. Ensuite, le responsable légal, le référent dans sa demande d'adhésion va renseigner un responsable légal qui devra donc valider le processus d'adhésion de l'entité par la validation électronique des licences et chartes d'utilisation des images satellitaires. Euh, et il sera donc garant de l'utilisation des données pour son entité. On demande un minimum hiérarchique pour cela, tel que président, directeur, responsable de laboratoire ou chef de service. Donc le référent Dynamis initie la demande, va remplir tout un formulaire dans lequel il désigne un responsable légal
qui recevra à la fin de ce processus recevra une notification pour aller valider électroniquement les licences et chartes et donc valider l'adhésion. Ensuite, ça passe en processus d'adhésion au sein de Dynamis, où les adhésions seront arbitrées par le bureau exécutif Dynamis. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, tout utilisateur qui veut créer un compte le crée pour une entité spécifique, il sélectionne une entité adhérente pour créer un compte et le référent validera le compte pour l'utilisateur. Au niveau des types d'entités et des accès à l'imagerie, donc principalement trois capteurs, Spot 6, Pléiade et Pléiade Neo. On va avoir trois modes d'accès qui vont être le téléchargement pour les données qui sont déjà au catalogue Dynamis, les demandes d'archives pour les images qui sont donc les images d'Airbus qui ne sont pas notre catalogue et donc on peut faire l'achat à travers Dynamis, ou encore la programmation du satellite pour acquérir de nouvelles données. Donc on voit que pour tout ce qui est entité française, on aura accès à l'ensemble de ces ressources, que ce soit pour une institution publique, une association de services ou d'intérêt public. Ensuite, pour les privés, aussi, ça sera par contre limité par leur déclaration d'une mission, la mission pour laquelle ils font l'adhésion pour le compte d'un public ou dans le cadre d'un projet de R&D. Donc, ils auront accès à toutes les données. Ensuite viennent les institutions, les entités scientifiques de l'Union européenne. À ce moment-là, il y aura des limitations. Pour Spotify 7, ils ne pourront pas faire de demande d'archives ou de programmation. Pour Pléiade, par contre, oui, ça sera possible, mais pas pour Pléiade Neo. Par contre, après, tout le monde a le droit de télécharger les données. Les données, elles sont gratuites. Ensuite, les institutions scientifiques hors Union européenne qui, elles, n'auront pas droit non plus aux archives et programmations pour Pléiade. Le workflow pour l'adhésion des entités publiques. Donc, le futur référent va sur le catalogue Dynamis, ce statut réel. Dans le menu, en haut à gauche, il aura un bouton pour cliquer s'inscrire. Il arrive sur une nouvelle page qui lui explique les différents contextes de l'adhésion Dynamis. Et une première étape, il doit vérifier son email. Dans son email, il reçoit un mail de notification pour continuer la procédure. En suivant le lien dans le mail, il arrive sur cette deuxième page où il va avoir le choix entre faire une nouvelle adhésion ou alors chercher une entité et créer un compte pour le compte associé à l'entité. Donc là, il sélectionne le bouton pour faire une nouvelle adhésion. Ensuite, on a un formulaire, une première page de rappel de l'éligibilité des catégories éligibles pour l'adhésion. Ensuite, on rentre les informations sur l'entité, notamment l'adresse. Ensuite, il va donner le secteur d'activité, puis où il va définir justement le type d'entité qu'il a besoin. Ensuite, définir le représentant légal, c'est là qu'il désigne son représentant légal, puis validera par la suite la donnée. Il donne ensuite des informations sur son propre compte, puisque du coup, à la fin du processus, son compte sera automatiquement créé. Et finalement, il obtient une page de résumé de toutes ces informations qu'il valide. Donc voilà, c'est la fin du processus pour le futur référent. Donc là, le représentant légal reçoit une notification
pour finaliser le workflow. Donc, il retombe sur la page de résumé que le référent a rempli. Et plus bas dans la page, ensuite, il doit cocher toutes les chartes et licences d'utilisation des imageries et cliquer pour valider électroniquement l'adhésion. Référent et représentant légal reçoivent aussi en notification par pièce jointe toutes ces licences et chartes. Donc voilà, il valide. Nous ensuite, ça passe de notre côté où on va réaliser l'arbitrage de l'accès pour l'adhésion. Dans le cadre d'une adhésion pour un privé dans le cadre de la recherche R&D, de l'entreprise privée, à ce moment-là, il peut, au début, lorsqu'il a fait la validation de son email, il tombe donc sur cette première page, il peut télécharger sur ce lien le template de présentation du projet R&D. Où sont résumées toutes les informations dont on a besoin pour arbitrer sa demande. Il remplit tout ça, il le garde de côté. Essayer de créer plutôt un PDF à partir de ça, c'est quand même c'est mieux. Donc ensuite, on passe dans le même schéma. Il y a les rappels, il donne les informations sur l'entité. Ensuite, le secteur d'activité, là, il va choisir justement secteur privé au titre de la R&D. Et à ce moment-là, une fois qu'il a sélectionné ça, une nouvelle étape se rajoute, c'est celle pour définir sa mission de recherche et développement. Il va définir une période de validité, une emprise géographique de son projet, qui servira justement il aura du coup accès que aux données qui sont dans cette emprise géographique. Il sélectionne les capteurs dont il a besoin et la période des acquisitions qui l'intéressent. Et enfin, il upload le fichier de son projet R&D. Voilà, et ensuite ça repart sur la même chose au niveau du formulaire. Donc, il désigne le représentant légal, les informations sur lui-même, le référent, et enfin le résumé. Le représentant légal reçoit la notification, vérifie les informations et valide électroniquement tous les chartes et licences d'utilisation. Et voilà, et ensuite ça part en arbitrage au niveau du bureau d'Inaïs. Dans le cadre d'une adhésion, dans le cadre d'un partenariat public, c'est le même système. On valide son email, on est sur cette page, on lance la demande d'adhésion, on remplit les premiers formulaires. Ensuite, on sélectionne privé-privé, partenariat public. À ce moment-là, un nouvel onglet apparaît, où il définit sa mission. Donc, même système que précédemment, sauf que là, il n'y aura pas besoin de faire d'upload du document, puisque c'est le cadre d'un partenariat. Ensuite, il y a un nouveau euh, un onglet supplémentaire pour définir l'entité publique partenaire. Donc, il faut savoir, bien sûr, que pour pouvoir faire une adhésion dans le cadre d'un partenariat public, il faut que l'entité publique soit déjà adhérente Dynamics, parce que sinon, on ne pourra pas le trouver dans la liste. Donc, il cherche l'entité dans la liste, il la sélectionne et il poursuit. À ce moment-là, il finalise sa demande comme précédemment, représentant légal, référent et résumé. Encore une fois, là, le représentant légal reçoit la notification et poursuit la demande et valide électroniquement les chartes et licences d'utilisation. Là, une troisième étape interfère, c'est que le référent de l'entité publique, lui, reçoit aussi une notification pour lui dire que justement un privé, une entité privée
la désigner pour dans le cadre d'un partenariat. Donc là, le référent d'entité publique a accès à la mission et peut vérifier la mission de l'entité privée et valide ou non le partenariat. Il n'y a pas besoin d'uploader quelques documents que ce soit. Par contre, évidemment, il faut que ce soit un partenariat validé euh, administrativement, quoi. Euh, et donc ensuite, voilà, ça part au niveau des dynamisme en arbitrage. Création de compte maintenant. Donc une fois que le référent est désigné, que l'adhésion est effective, donc on repart sur le même schéma. Donc on valide son email. Et cette fois-ci, on va aller dans la barre de recherche chercher l'entité pour laquelle on veut créer un compte. Euh, Ensuite, on remplit les différentes informations pour le compte qu'on a créé, informations personnelles, et on valide les différentes licences d'accès d'utilisation de l'imagerie. Il finalise sa demande, et là, donc, le référent reçoit une notification pour aller valider le compte. Dans le compte Dynamis du référent, à ce moment-là, il a accès au compte qui est en création et le valide ou non. Voilà. Et aussi, donc, il peut sélectionner une date d'expiration de ce compte si jamais c'est un personnel temporaire, un CDD, par exemple. Il peut donner une date de fin qui supprimera le compte à expiration, ce qui permet de ne pas avoir de compte fantôme. Après donc validation du compte par le référent, donc on peut avoir deux cas qui apparaissent. Donc c'est aussi dans le cadre quand le référent finalise l'adhésion et que son compte est créé, c'est aussi dans ce cas-là. Donc là la connexion à Dynamis se fait par l'intermédiaire du SSO tia-land.fr. C'est dissocié avec un compte SSO. On peut se connecter, mais on n'a accès à rien. Il faut un compte Dynamis associé au SSO pour pouvoir obtenir les droits d'accès aux ressources. Euh, du coup, si l'utilisateur a déjà un compte SSO, ce qui est tout à fait possible de s'inscrire directement sur sso-land.fr, à ce moment-là, il n'y a aucune action qui est requise et normalement, il peut se connecter avec donc le mail de son compte SSO qu'il a renseigné aussi pour Dynamis et accéder aux ressources. S'il n'en possède pas de compte préalable, à ce moment-là, le système va créer automatiquement un compte SSO pour lui et il reçoit une notification du SSO Thaïlande via l'adresse email no-reply@kines.fr pour activer son compte sur la plateforme SSO. Euh, voilà. Et donc, faut bien prendre en compte que si la demande n'aboutit pas, la demande de création de compte, il est possible que le référent de l'entité ne fasse par exemple plus partie des effectifs de l'entité et qu'il y a personne qui ait reçu de notification pour valider le compte. À ce moment-là, il faut nous contacter via le formulaire de contact sur dynamis.nataterra.org pour justement demander un changement de référent. Donc, on a un workflow en ce sens que je vous explique juste après. Donc, si vous voyez qu'au bout de 3 semaines, vous avez toujours aucune nouvelle sur la création de votre compte, bah, c'est sûrement que le référent ne fait plus partie, enfin, ne reçoit pas les notifications. Donc, il y a un problème. Donc, le changement de référent. Donc, c'est une action de l'ancien référent. Donc, le mieux, c'est qu'il soit encore machin et qu'il fasse cette opération avant de partir, par exemple, de son poste. Donc, s'il va sur son compte, à ce moment-là, il a accès à différentes actions, notamment celle de changer le référent, la dernière icône des actions.
Euh, donc, il clique dessus. Là, il va choisir le futur référent dans la liste des utilisateurs. Donc, pour pouvoir changer de référent, faut que le futur référent ait déjà un compte et que le référent l'ait validé. Donc, s'il n'existe pas, à ce moment-là, on réalisera l'opération à la place de l'ancien référent. Il sélectionne le futur référent et il soumet sa demande. Donc, l'ancien référent reçoit la notification de demande de changement et le nouveau référent reçoit une notification pour poursuivre la procédure. À ce moment-là, il arrive sur cette page-là, le nouveau référent, et il a la possibilité, en cochant la case, de changer aussi les informations pour le représentant légal. Ce qui est important parce que si ça peut être une adhésion qui est assez ancienne et pareil le représentant légal soit dans la migration s'il n'y avait pas ou bref ou qui n'est plus non plus dans le truc, il faut que il désigne un représentant légal qui va valider ensuite les licences et valider le changement de référent. Donc cette étape est importante parce que il laisse l'ancien représentant légal et qui n'existe plus, ben, on ne pourra pas aller au bout parce qu'il va pas recevoir, il n'y aura pas de référent pour recevoir de représentant légal pour recevoir la notification de changement. Euh, tac. Donc, le représentant légal reçoit une notification afin de finaliser le changement. Il suit le lien, il valide le changement. Et donc, comme je le disais, si l'ancien référent ne fait plus partie des effectifs et que à ce moment-là, il faut nous contacter via la plateforme dynamis.dataterra.org dans les formulaires de contact pour que nous réalisions notamment par exemple la validation du compte du nouveau référent et ensuite de lancer la procédure de changement de référent à la place de l'ancien référent. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Loïc. Donc, comme on l'a dit, les questions dans le question-réponse, on va enchaîner directement en donnant la parole à nos collègues Nadia, Jean-Paul et Pierre sur les modalités de financement et de cofinancement utilisateur des acquisitions. Je vous laisse partager. Bonjour. Donc, je vais vous faire une brève présentation sur les modalités de financement des demandes. Il s'agira plus particulièrement des modalités concernant Pléiade et Pléiade Néo. Et mon collègue Pierre Morel présentera les spécificités des acquisitions de spot. Donc, la gratuité de Dynamis, c'est un moyen de faciliter le développement de vos projets. Ça fonctionne de deux manières. Un nombre limité de kilomètres carrés par organisme et par an euh, est assuré sur le budget de Dynamis, mais cela se fait en sus des programmations systématiques, donc la couverture des littoraux avec Pléiade, la couverture annuelle de la métropole avec Spot. Donc cette gratuité, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas de quantité d'images gratuites fournies par Airbus. Chaque kilomètre carré commandé à Airbus est financé soit par Dynamis, soit par les utilisateurs. Pour mémoire, je rappelle que le tarif de programmation Pléiade est de 1,80 € par kilomètre carré, c'est-à-dire un peu moins du sixième du tarif public. C'est donc un tarif de délégation de service public extrêmement intéressant. Et pour Pléiade Néo, on est sur un tarif de 13 € en programmation par kilomètre carré, ce qui là encore est un tarif négocié par Dynamis qui est moins de la moitié du tarif catalogue d'Airbus.
Donc, cette gratuité, c'est en fait une imputation sur le bien commun qui est ce budget d'image que Dynamis peut financer. Donc, on utilise le terme de quota de gratuité par commodité, mais c'est pas exactement de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cette raison que l'on communique assez peu sur euh, la valeur en nombre de kilomètres carrés de ce budget dont les organismes peuvent disposer. Euh, on a un budget annuel qui est limité. Si c'était une allocation garantie à chaque utilisateur potentiel, il faudrait qu'on divise ce budget par ce nombre d'utilisateurs potentiels. Pour la communauté des acteurs publics, par exemple, on a plus de 50 000 organismes distincts, et notamment la totalité des 35 000 communes, qui pourraient potentiellement adhérer à Dynamis et donc passer des commandes. Donc, on a un volant de kilomètres carrés qui est un compromis entre le budget dont on dispose et les volumes d'activité qu'on a pu constater les années précédentes et en tenant compte des programmations annuelles, le nombre d'adhérents et le nombre de demandes étant croissant depuis le début de Dynamis. Donc actuellement, on est dans une situation un peu particulière parce que le contexte budgétaire général de l'État fait que le CNES, qui est le pourvoyeur du budget de gratuité Pléiade et Pléiade Néo d'ailleurs, est en pleine revue budgétaire, ce qui est parfaitement compréhensible. Et nous espérons avoir des budgets finalisés et donc la capacité de financer les programmations de nos utilisateurs en partie à partir de fin avril. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas vous donner de chiffres aujourd'hui. Cela étant, l'outil de demande fonctionne bien évidemment. Les utilisateurs peuvent poser leur demande de programmation et notre système envoie, à partir du moment où une demande de programmation est validée, un devis automatique. C'est une procédure à l'issue de la validation de votre demande. On a assez souvent la question de nos utilisateurs. Ce devis automatique n'est pas une facture, c'est simplement un estimatif de la dépense que va coûter la programmation. Ça ne dit rien de qui va la financer. Et à ce stade, ça n'est pas un engagement de dépense, bien sûr, pour le demandeur. Toutes les questions de modalités de financement et notamment la capacité d'un demandeur à assurer ou pas le financement de tout ou partie de sa demande sont à adresser dans le canal de chat de notre outil de demande. Et nous vous engageons à utiliser préférentiellement le canal dit DIP. Alors, j'indique effectivement le D, c'est le demandeur, c'est-à-dire bah, vous. I, l'instructeur, c'est Dynamis. Et P, c'est le partenaire Airbus. Si vous ne communiquez pas sur ce canal DIP, Airbus n'est pas au courant de ces échanges. Et donc, effectivement, on a une nécessité de répéter l'information. Donc les deux planches suivantes sont plus spécifiquement sur Pléiade et Pléiade Néo. Le processus de financement spot vous étant présenté dans quelques minutes par Pierre Morel. Donc pour l'instant, on a des modalités pendant la revue budgétaire en cours de façon à ne pas bloquer le fonctionnement des demandes et en particulier lorsque certaines demandes de programmation sont sensibles sur certaines dates et certaines périodes. Donc, le canal DIP, qui est le moyen de communiquer sur ses capacités de financement, toutes les demandes de programmation anticipée à partir du mois de mai, on reporte dans une certaine mesure l'instruction de façon à attendre d'avoir une complète visibilité budgétaire. En attendant, bien sûr, on a la capacité de démarrer les programmations qui démarreraient à partir de janvier en pratique. Euh, on démarre les programmations en fonction de vos spécifications techniques en mode spéculatif. Airbus a accepté de jouer le jeu de façon à ne pas bloquer les processus opérationnels. Donc, concrètement, ça veut dire que les programmations ont lieu avec les spécifications, les images sont acquises, mais ne seront livrées qu'une fois qu'on aura confirmé les capacités de financement. En clair, quelle est la partie qui va être financée
par Dynamis et quelle est la partie qui pourrait éventuellement être à la charge des utilisateurs. C'est la raison pour laquelle on a un certain nombre de demandes pour lesquelles les images sont déjà acquises, mais elles n'ont pas encore été produites par Airbus et donc bien sûr pas livrées à nos demandeurs. Dans le cadre donc d'un financement partiel ou total par l'utilisateur, comment ça se passe concrètement? Il y a un certain nombre d'étapes administratives et il faut bien voir que ces étapes administratives n'ont pas d'impact sur la vie de la programmation qui se fait en parallèle. La première étape, c'est une étape nécessaire dans le cadre des droits de licence avec Airbus. Il y a donc une création de compte par chaque utilisateur. Donc, il va falloir que le demandeur fournisse à Airbus un certain nombre de renseignements, dont le numéro SIRET de son organisme. Il faut compter une bonne semaine pour que ce soit mis en place. À l'issue de cette étape, Airbus envoie au demandeur un devis, ce devis étant bien sûr un maximum, puisque particulièrement dans le cadre des couvertures multiples, on n'a pas de garantie que les programmations vont permettre de fournir la totalité des données qui sont demandées. Donc ce devis est un maximum et on va prendre en compte les parties financement Dynamis et financement par l'utilisateur. L'utilisateur recevra au final une facture complète, bien sûr, sur la part qu'il finance effectivement. Donc, cette part de facture par le demandeur est envoyée directement par Airbus. Et donc, une fois confirmation des modalités de financement, les données qui ont été acquises précédemment vont être produites. Et puis par la suite, toutes les données acquises au fil de l'eau seront produites et livrées par Airbus aux demandeurs directement pour les orthos demandés par les scientifiques et passant par le biais de l'IGN pour la production des orthos pour les acteurs publics. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et donc, on va laisser une minute ou deux pour les questions-réponses éventuelles. Pierre? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, c'est bon. OK. Bonjour. Et comme l'a dit Jean-Paul, je prends le relais. Donc, Pierre Morel, INRAE, pour le compte du bureau Dynamis. Et moi, je vais vous parler de la partie Spot 6.7. Alors, déjà, un peu des éléments de contexte. Attends, c'est parti ta présentation. Elle est partie? Ouais. En deux. Autorisé. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, des éléments de contexte sur Spot 6.7. Donc, on avait démarré des premiers tests en 2013. On a réalisé en 2014 une première couverture complète du territoire national pour vérifier la faisabilité, hein. Dans ce cas-là, on avait acheté directement les images auprès d'Airbus. Et à partir de 2014, on a installé une station de réception à Montpellier, composée d'une antenne, d'un terminal. Et là, ça nous a permis en fait d'acheter de la télémesure et non plus de l'imagerie. Alors, l'intérêt de ce genre de choses, c'est que ça permet d'abaisser encore considérablement les coûts unitaires par rapport au tarif commercial et surtout de mieux, disons, coller aux besoins utilisateurs par un dialogue, disons, entre l'équipe Dynamis et l'utilisateur
sachant qu'on a l'habitude de dialoguer avec des acteurs publics, avec des communautés scientifiques, et on fait le pont, nous, avec Airbus. L'autre intérêt aussi, c'est la possibilité de reproduire une image, donc dans notre format, notre pré-traitement géométrique, par exemple, sans surcoût. Donc, avec cette station, on a continué, disons, les couvertures nationales annuelles, métropole et Corse. Et surtout, ça nous a permis aussi de rajouter la possibilité de faire des acquisitions à la demande sur le monde entier. Alors, pour info, Spot 7 s'est arrêté en 2023. Donc maintenant, on ne fonctionne plus qu'avec Spot 6. Spot 6, le prolongement de l'exploitation a été obtenu jusqu'à la fin 2028. Donc ça, c'est un engagement, disons, d'Airbus. Et surtout, Airbus a, disons, démontré la possibilité de Spot 6 de continuer seul à assurer la couverture nationale et les besoins ad hoc. Les licences, on en a déjà parlé, c'est la licence Dynamis pour les UIA. Donc, ça inclut aussi les privés innovants pour leur R&D. Donc, ça, Loïc a expliqué, ou comme prestataire, disons, acteurs publics, et également des scientifiques étrangers dans certaines conditions. Autre chose aussi, le choix a été fait, disons, de distribuer en licence complètement ouverte les images Spot 6.7 orthorectifiées des couvertures nationales. Alors, pour info, hein, ces couvertures nationales, en fait, elles répondent beaucoup aux besoins des acteurs publics, mais aussi des scientifiques. Pour vous donner un ordre de grandeur, en moyenne, depuis le catalogue, disons, Dynamis, une image d'une couverture est téléchargée 7 fois, et la licence Open Data, pour vous donner une idée, en 2025, il y a eu 14 millions de kilomètres carrés qui ont été téléchargés, disons, sur ces images-là, ce qui est quand même considérable. Alors, comment est assuré le financement de la télémesure Spot 6.7? Il y a eu un accord de partenariat entre 6 organismes qui cofinancent le dispositif. Ils financent les RH, les équipements et leur maintenance, ainsi que la télémesure. Donc, ces 6 organismes, c'est le CIRAD, le CNES, le CNRS, IGN, INRAE et RD. Donc, INRAE, pour le compte de ce consortium, passe un marché d'achat de télémesures auprès d'Airbus. Et il y a eu renouvellement régulier de l'accord de partenariat et du marché depuis 2014, et ça continue. Alors, il peut y avoir d'autres financements aussi qui ont été obtenus, notamment sur des projets pilotés par l'équipe Dynamis. Donc, il y a eu plusieurs équipex et plusieurs CPER, dont certains continuent encore, hein. Et la possibilité aussi de financement supplémentaire directement par vous, donc des utilisateurs autorisés. Alors, le marché de télémesure que l'on passe avec Airbus, comment il fonctionne? Le principe de base est ce qu'on appelle le crédit de télémesure. Un crédit a une valeur de 1 000 € et il permet de financer en fait une durée d'acquisition par le satellite qui représente au sol un segment de 60 km de large, alors j'ai mis environ, tout dépend de l'angle de prise de vue, hein, sur 60 km de long. Donc 60 km de large, pardon, sur 60 km de long. Donc, le nombre de crédits, il est fonction de la longueur du segment demandé. Par exemple, si on demande un segment long de 30 km sur le long de l'orbite, ben, ce sera 0,5 crédits. Okay. Sur la petite image à côté, vous voyez là des segments de longueur différentes. Donc, on peut utiliser ces crédits selon 2 modalités d'acquisition possibles. La première, c'est on tente une programmation d'une nouvelle acquisition en France ou sur le monde entier. Donc, c'est bien une tentative, hein. Ce n'est pas forcément couronné de succès. Ça dépend des conditions nuageuses, disons, de la zone, en sachant que Airbus, bien sûr, lui, il ne tape pas comme ça en aveugle, hein. Il fait de la prévision météo plusieurs fois par jour. L'autre chose, c'est on peut acheter un segment de télémesure qui a déjà été, disons, acquis par Airbus, mais qui n'est pas encore, disons, dans les archives Dynamis, hein. Et donc, dans ce cas-là, la limitation quand même sur laquelle on souhaite vous alerter, c'est qu'on n'a pas la possibilité de redécouper ce segment. Donc, quand il est trop long, beaucoup trop long par rapport à la zone souhaitée, on peut être amené à faire des arbitrages et à vous réaiguiller, disons, vers un segment qui est moins onéreux. Alors, comment c'est financé? Il y a déjà ce marché de base par le consortium de 6 organismes qui permet de financer sur une base forfaitaire de crédit, disons, la couverture nationale annuelle, donc c'est 400 crédits, 400 000 €.
Et on a également 75 crédits pour des acquisitions ad hoc, en sachant qu'en moyenne, le retour d'expérience, c'est qu'on consomme entre 130 et 150 crédits pour de l'ad hoc. Donc, ça veut dire que les 75 crédits ne suffisent pas. Il faut aller chercher des financements supplémentaires. Le volume de crédits sans paiement pour les adhérents, alors, ce n'est pas de la gratuité, il y a forcément quelqu'un qui paye. Donc là, c'est ce consortium. Hein. Alors, on donne environ 5 crédits par an par projet. Alors, je dis bien environ parce que chaque fois, on essaie d'ajuster au plus près, disons, dans une logique vraiment de gestion d'un bien commun. On peut avoir à des moments plus de crédits que de demandes, donc on est peut-être plus large, d'autres sera plus serré. Ça dépend aussi, bien sûr, de l'importance du projet. Il peut y avoir aussi des échanges techniques avec les porteurs du projet pour essayer de mieux ajuster, disons, répondre à son besoin tout en réduisant le nombre de crédits. Mais c'est les ordres de grandeur. Pour rappel, comme l'a expliqué Loïc, hein, les archives Dynamis sont accessibles à tous les adhérents. Alors, le marché de télémesure, dernier point, on a prévu aussi la possibilité pour les utilisateurs de commander des tranches supplémentaires de crédits de télémesure. Et là, on a négocié avec Airbus, disons, une gamme très large de tranches pour répondre à différentes catégories de besoins et d'enveloppes budgétaires. Hein. Ça varie de 5 kg à 50 kg, donc de 5 crédits, puisque le crédit, ça vaut 1 kg, de 5 crédits à 50 crédits, en sachant qu'on peut commander, bien sûr, plusieurs tranches un peu panachées pour avoir des montants, par exemple, 45 kg. Alors, ce qu'on vous encourage, bien sûr, c'est d'avoir ça en tête. Et quand vous avez des besoins importants qui vont dépasser ce quota un peu de gratuité, entre guillemets, que j'expliquais tout à l'heure, ben dans ce cas-là, prévoyez-le, disons, lors du montage budgétaire de vos projets. Alors, c'est quoi la procédure d'achat? Vous demandez à un membre du bureau Dynamis ou à l'équipe technique, disons, voilà, vous souhaitez acquérir une tranche ou des tranches supplémentaires de télémesure. Nous, on a une procédure interne après qui est très très rapide de validation de cette demande par le CODIR. Ça a toujours été accepté, hein, le Dynamis. Et ensuite, c'est une procédure classique. INRAE vous envoie un devis. Vous transmettez à partir de ça un bon de commande et on vous renvoie une facturation. Là, j'ai mis les mails des personnes contact à INRAE. Ensuite, nous, on commande à INRAE, à Airbus, on commande INRAE à Airbus, disons, ces volumes de crédit si on ne les a pas déjà en stock. Okay. Ensuite, on vous attribue ces volumes que vous avez achetés, disons, à l'UA qui les a commandés, bien sûr, et on vous fait un suivi personnalisé de la consommation au fur et à mesure, disons, des demandes d'archives ou de programmation. On valide, bien sûr, avec vous les images qui ont été acquises. Ces images ensuite sont produites systématiquement au format et disponibles via le catalogue Dynamis. Okay. On peut faire aussi des productions dédiées, voilà, des systèmes de projection, des formats particuliers si vous avez des besoins spécifiques. Et ces images sont versées à l'archive Dynamis et mises à disposition via le métacatalogue. Et si vous avez demandé des produits spécifiques, en plus, on vous livre ces produits spécifiques via FTP. Voilà. Merci de votre attention. Et on va laisser quelques minutes pour les questions. Ça devait être très clair. Très bien. Nadia, il me semble que tu présentes aussi. Non, Non, c'est bon. excuse-moi, là c'est Jean-Philippe, Non. c'était Jean-Paul qui a tout fait. Eh bien, parfait. Eh bien, du coup, on vous remercie
tous de votre participation, de vos présences. Les questions auxquelles sont encore, voilà, vous pouvez aller consulter aussi les questions dans les questions-réponses. N'hésitez pas à en rajouter quelques-unes si vous avez des questions. Voilà, il est que 9h45, on peut tout à fait en prendre quelques-unes de plus. Les webinaires sont enregistrés, ils sont rediffusés ensuite, donc n'hésitez pas à venir les re-regarder. Et nous vous donnons rendez-vous le 7 mai, le 17 septembre et le 15 octobre pour 3 nouveaux webinaires de formation Dynamis sur la manipulation des flux et des API depuis le catalogue. En mai, sur les imageries CO3D depuis Dynamis en septembre et sur les données THRS complémentaires de Dynamis en octobre pour vous parler des nouvelles, du nouveau marché complémentaire que Dynamis est en train de mettre en place. Voilà, merci à tous et puis nous vous disons à bientôt.